Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et tout spécialement à Eric Drahi et l'ensemble du Collège de médecine générale. Alors tout simplement, moi je suis médecin, cardiologue au CHU de Grenoble. J'interviens également au centre hospitalier de Voiron, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a un chocolatier qui s'appelle Bonnat et à Saint-Marcellin, donc dans des zones un peu de désert médical, mais j'aime bien. Donc on va tout de suite commencer. Donc ça sont mes conflits d'intérêts avec une piste de ski de fond pour le skating notamment. Et tout juste pour dire qu'on a l'impression dans les congrès actuels, c'est que plus on a de conflits d'intérêts, plus on est important. Alors si vous voulez un message simple, officiel, académique, industriel, lower is better, et on pourrait finir là la présentation. L'autre question, est-ce qu'il faut rester avec un niveau de cholestérol plasmatique de nouveau-né toute la vie, c'est-à-dire un cholestérol total à 0,8 g par litre dans le cordon ombilical? Et par contre, je n'aborderai pas une population spécifique qui est l'hypercholestérolémie familiale. Homozygote, je vous rappelle, c'est 1 pour 1 million en France. Hétérozygote, avec des niveaux de risque différents, c'est 1 pour 500, qui, eux, pour lesquels un traitement spécifique doit être introduit. Alors, je vous rappelle ce que vous savez déjà, les sources du cholestérol, c'est essentiellement le foie. Très complexe comme régulation au niveau d'absorption, de la synthèse, et vous vous souvenez, cette chaîne de production du cholestérol, molécule indispensable à la vie, qui intervient dans diverses activités de l'organisme au quotidien, 80% par le foie, et une enzyme clé, l'HMG-CoA réductase, inhibée par les statines. Alors, que nous a appris Framingham? C'est que le LDL, c'est le mauvais, the bad guy. Et donc, à partir de quelques milliers de patients, dans cette petite commune à côté de Boston, où les gens déménageaient peu, ils ont construit des relations entre le niveau de LDL cholestérol, voilà, en abscisse, en ordonnée le HDL, et le niveau de risque de maladie coronaire. Plus le HDL est bas, moins bon c'est. Plus le LDL est élevé, apparemment c'est pas très bon. Mais est-ce que c'est vraiment une relation univoque? MRFIT, grosse base de données, plus de 300 000 hommes, risque de maladie coronaire en fonction du cholestérol plasmatique, on est convaincu, mais ça pose problème en temps de mortalité totale. Une courbe en U apparaît pour des niveaux de cholestérol bas. Donc ça, ce sont les données épidémiologiques. Par contre, effectivement, la maladie coronaire diminue, mais on meurt davantage. Le HDL, c'était pourtant un dogme. Plus il est élevé, mieux c'est. Eh bien, Big Data, ça va révolutionner la médecine. Vous voyez, sur des grandes séries de 600 000 patients, où HDL, également, c'est une courbe en U. Quand c'est bas, c'est pas bon. Quand c'est élevé, ce n'est pas bon non plus. Alors que Framingham, à partir de quelques milliers de patients, nous avons construit une relation univoque. Donc, ce dogme tombe. Alors, qu'est-ce qu'on a recommandé, nous, cardiologues, pendant des années, à partir de l'étude des 7 pays, The 7 Country Study, avec des logos, même aux États-Unis, certifiés par l'American Heart Association, on a réduit les graisses dans l'alimentation, low fat, reduced fat, partout. Et effectivement, la population a moins mangé de graisse au cours des années, depuis les années 60. Mais est-ce que ces recommandations ne nous ont pas égarés? Là, je vous remets la 7 Country Study, dans les années 60, 70. Et tout récemment,
déjà il y avait une méta-analyse du BMJ qui disait le contraire, et l'étude Pure, tout juste publiée dans le Lancet, qui montre une relation inverse. Moins vous mangez de graisse en proportion dans votre apport calorique, moins c'est bon. La mortalité augmente. Donc c'est l'inverse. À partir de ces données épidémiologiques, notamment de Framingham, d'Anselkis, on a cherché à tout prix à réduire la production hépatique de cholestérol. Et les statines, ça a été une vraie success story, au moins commerciale, puisqu'actuellement, c'est 200 millions de personnes dans le monde, c'est 20 milliards de chiffres d'affaires en dollars par an, avec des prescriptions continuellement croissantes. Et ça a commencé avec l'étude 4S en 1994 dans le Lancet. On commence par la prévention primaire, avant les événements. Tout de suite, on commence avec WOSCOPS, on prend des Écossais avec un cholestérol élevé, donc des populations à haut risque, LDL moyen 1,9 g. On prend un critère combiné, pravastatine versus placebo, décès coronaire ou événement coronaire. Et regardez, les deux courbes divergent, on est convaincu. Regardez toujours l'ordonnée de 0 à 12%. Ascot, il faut traiter tous les hypertendus avec une statine. Regardez l'ordonnée, on va de 0 à 3%, sur des critères combinés, infarctus non fatal ou maladie coronaire fatale. Donc on restreint les endpoints et on les combine. Les diabétiques, évidemment, il faut tous les mettre sous statine. L'étude CARDS, regardez les courbes, elles divergent. L'ordonnée, 0 à 20%, on s'arrête aux alentours de 10. Ce qui, surtout, on interrompt l'étude 2 ans avant pour apparemment un bénéfice. Mais surtout, regardez la fin des courbes, elles se rejoignent. Quelques mois plus tard, ce serait peut-être négatif. Et puis on a descendu le cholestérol de plus en plus bas en prévention primaire. Et la dernière, c'est HOPE3, rosuvastatine. Non, ça c'est Jupiter, excusez-moi. Regardez, on est obligé de mettre la loupe. On va de 0 à 6% parce qu'on ne voit plus la divergence. En critères de plus en plus combinés, on multiplie décès coronaire, infarctus non fatal, AVC non fatal, revascularisation coronaire, etc. pour multiplier les endpoints. Et la dernière des dernières, HOPE3, rosuvastatine, dans le low risque. Et là, regardez, on est obligé toujours de mettre la loupe, sinon on ne voit plus rien. Prévention secondaire, après les événements. Le grand succès, mortalité seule, étude 4S, les courbes divergent. Ça ne va pas de 0 à 100, hein. Regardez bien l'ordonnée, ça va de 0,8 à 1. Et on s'arrête 8% versus 12% en gros de mortalité, bénéfice statistique, mortalité de coup de cause. Puis c'est suivi par d'autres études, lipides, on multiplie les critères. Je ne vous ai pas dit, c'est que 4S, c'est des Scandinaves, avec un LDL moyen, 1,9 g par litre, pas mal de critères d'exclusion, population au risque, coronarien, 1,9 de LDL en moyenne. Et puis on descend dans le niveau de LDL avec l'étude lipide. Regardez l'ordonnée, on multiplie les critères combinés, HPS, on augmente aussi les effectifs. Est-ce qu'il faut une forte dose versus une dose plus modérée? 40 Prava, 80 atorvastatine. Après un infarctus, critères combinés également, et petite divergence en faveur de l'atorvastatine. Est-ce qu'il faut rajouter de l'ésétimib? Et là, on est obligé vraiment de mettre la loupe pour voir la différence sur des critères très combinés. Et de tout ça, on fait des méta-analyses.
parfois on a besoin de méta-analyse pour détecter des signaux faibles également. C'est ça ce que ça veut dire. Et on a des belles relations qui paraissent linéaires entre toutes les études, entre des réductions de risques relatifs. Il faut toujours faire attention avec quoi ils parlent. On parle de réduction de risques relatifs en termes de réduction de LDL. Et à partir de ces méta-analyses, il y a des cardiologues célèbres, présidents de l'ESC, après les antibiotiques, les statines ont contribué le plus à prolonger l'espérance de vie. On verra si c'est vrai. En fait, il y a des analyses alternatives de tout ça. Effectivement, la mortalité vasculaire n'a fait que décroître depuis les années 60, mais en fait, c'est multifactoriel. Les gens fument moins, les SAMUS sont développés, les défibrillateurs, on a promu l'exercice, le niveau de pression artérielle, c'est pas que les statines. Et surtout, après un infarctus, on revascularise de plus en plus tôt. C'est ça ce qui fait le pronostic d'un patient qui présente un infarctus, c'est ouvrir l'artère au plus vite. Et c'est pour ça, c'est l'importance des campagnes d'information. Une autre façon d'analyser ces études, c'est de calculer le NNT, le nombre de patients à traiter pour éviter un événement. C'est tout simple, c'est l'inverse de la différence des risques absolus, placebo et statine. Vous faites la différence, l'inverse, ça vous donne le NNT. Et si on prend les études de prévention primaire, WOSCOPS, CARDS, ASCOLT, Jupiter, etc., vous voyez, pour éviter un décès, il faut traiter 55 patients dans WOSCOPS pendant 10 ans pour éviter un décès. 22 patients pendant 10 ans pour éviter un infarctus. Ça veut dire que 54 patients ont été traités un peu inutilement. Parfois, ça va même à l'inverse. Là, il y a 586 patients qui ont été traités et un décès a été provoqué. C'est négatif. Même si c'était non significatif, en tout cas, ce n'était pas bénéfique. En prévention secondaire, pareil, 4S, lipides, CARE, TNT, Improvit. Vous voyez, 4S, c'est la plus significative. Les Écossais, hypercholestérolémiques, 16 patients pendant 10 ans pour éviter un décès. Et là, si vous prenez Improvit, le résultat est plutôt défavorable, puisqu'après 314 patients traités avec ézétimib, simvastatine, un décès provoqué. Et si on représente ça sous forme graphique, vous voyez, on est quand même déçu de la rentabilité du traitement. Je ne pense pas que vous traitez 22 pneumopathies pour en guérir une. Une autre façon d'analyser les études, qui est très instructive, plus que tôt que donner des réductions de risque relatifs, c'est de calculer l'aire entre les deux courbes. Et ça vous donne le gain moyen d'espérance de vie, ou alors le temps gagné pour éviter l'événement. Parce qu'en fait, on finit, hélas, mais peut-être heureusement, tous par mourir. Le but des traitements, c'est de reporter l'événement, qu'il soit fatal ou non fatal. Et ça, sont des Danois qui se sont amusés à calculer grâce à des logiciels, à partir de toutes les études et des données disponibles. Prévention primaire, 3 jours. Prévention secondaire, 4 jours. Donc vous reportez le décès de 3 jours après 4 à 5 ans de traitement par une statine. Et en prévention secondaire, 4 jours. Le vainqueur, c'est 4S, 27 jours. Donc après 6 ans de traitement par simvastatine, après un événement coronarien, on décale en moyenne l'événement fatal de 27 jours. Il y a des médecins, mathématiciens anglais, publiés dans Heart, qui ont publié une autre façon de voir les choses, avec une thérapeutique comme les statines
qui réduit un risque relatif de 30%, et il montre à peu près des choses similaires que le NNT, c'est-à-dire que 93% des patients n'ont aucun gain quand vous traitez les patients avec une statine, par exemple. Il y en a 7%, et c'est ça l'enjeu de la médecine présente et du futur, c'est de détecter les 7% des patients, par exemple, dans ce modèle, qui bénéficient de votre thérapeutique pour éviter un médicament à 93%. Alors vous me direz, quels sont les gains qu'on obtient en termes d'espérance de vie avec d'autres thérapeutiques? Si vous arrêtez de fumer, c'est plusieurs années, chez les hommes et chez les femmes. Regardez la courbe, elle est décalée entre le fumeur et le non-fumeur, et celui qui a arrêté, au moins de 10 ans d'espérance de vie gagnée. Ça dépend évidemment de l'âge auquel on arrête de fumer. Et celui qui a arrêté de fumer, vous voyez, il y a facilement 5 ans de gagné. Si vous faites un peu d'exercice, en fonction de l'intensité et la durée de l'exercice par semaine, vous voyez, on commence par 1,8 années gagnées de vie. 2,5, 3, 4, 4, 5. Voilà. Et ça, par exemple, c'est des courbes de survie chez des patients qui ont une sténose aortique, un rétrécissement aortique symptomatique. Et là, il y a une vraie différence entre ceux qui ne sont pas opérés et ceux qui sont opérés. Là, il y a un vrai gain. Et vous voyez, là, ça permet aussi de relativiser un peu ce qu'on fait. 1900, l'espérance de vie est de 47 ans, moyenne. Qu'est-ce qui s'est passé? On a beaucoup gagné après-guerre. L'eau potable, diminution des accidents de travail, plein de choses, de mesures de santé publique. Les antibiotiques, gros bond d'espérance de vie, grâce à Fleming. Et puis, il y a la médecine moderne. Et là, on a du mal à gagner. Et puis, on a un problème, c'est que le niveau moyen de cholestérol plasmatique diminue dans la population. Ça, c'est des données épidémiologiques, depuis depuis qu'on se focalise sur le cholestérol plasmatique. Et pourtant, la maladie coronaire augmente. La prévalence. Certes, la mortalité par infarctus diminue, parce qu'il y a les succès de l'angioplastie, à la phase aiguë de l'infarctus, mais on a de plus en plus de malades coronariens. Regardez ce bilan lipidique, ezetimibe plus rosuvastatine, LDL 0,09 g par litre. C'est un patient qui venait pour son 4e infarctus. Cholestérol total, 0,8. Effectivement, il a un cholestérol de nouveau-né, c'est-à-dire qu'il y a d'autres facteurs de risque. François vous détaillera plus. C'est aussi une maladie inflammatoire. C'est très compliqué. En fait, la maladie coronaire, la maladie vasculaire et le LDL cholestérol, en fait, c'est un biomarqueur très approximatif. Parce que vous pouvez avoir un patient A avec un LDL cholestérol à 1 g, un patient B avec un LDL cholestérol à 1 g, et en fait, ce qui compte, c'est la taille des particules. Quand les particules de LDL cholestérol sont petites et denses, elles sont pro-athérogènes, elles sont pro-inflammatoires, sont telles qui sont toxiques. Donc un LDL ne veut rien dire. Et comment on augmente la taille de ces LDL? Parce qu'en fait, c'est l'enjeu. L'exercice, on a montré que ça augmente la taille des LDL, la perte de poids. Il faut réduire l'insulinorésistance, réduire les triglycérides. Et en fait, quand on lit les papiers statine et taille de LDL, c'est pas clair du tout. Et pourquoi il y a autant de maladies de coronaire et de plus en plus, vous devez entendre dans les médias, parce que les médias ont précédé les cardiologues, c'est une bonne chose, c'est le sucre en fait. Et on se rend compte que dans les années 70, c'est un potentiel coupable de maladie coronaire, c'est le lobby du sucre qui a fait qu'on est passé en 1800, l'être humain mangeait à peu près 2 kg de sucre par année. Aux États-Unis, ils sont à 70 et nous, on n'en est pas loin, avec 60 noms différents.
Qu'est-ce qui se passe également? Les voitures, ça a augmenté. Regardez un congrès à la HA, hein, congrès des cardiologues. Tout le monde utilise l'escalator, ça c'est Nation. Et puis ce qui est problématique, c'est les enfants. Ça c'est une photo quand je vais à Voiron, à l'hôpital, donc je monte sur le trottoir. Enfin, je suis à pied, parce que je prends le car. Et ça, c'est les mamans en voiture qui déposent leurs enfants à la porte du collège. Et en fait, les enfants ne bougent plus. Comment on peut voir la maladie coronaire? Eh bien, c'est une inflammation permanente et il faut des pompiers. Les pompiers, c'est l'exercice physique, c'est la réduction du sucre, la réduction des acides gras trans, c'est éviter l'obésité, etc. C'est pas fumer. Et voyez, ça c'est des courbes d'espérance de vie dans le New England qui prédisent que si on continue avec le même BMI actuel aux États-Unis, qu'on continue à fumer, malgré tous les progrès médicaux qui vont coûter des milliards de dollars, d'ailleurs ils sont un peu inquiets au point de vue budget, vous voyez, l'espérance de vie, ils vont gagner quelques mois. En qualité de vie, rien. Et donc il faut agir en amont des maladies. Ça, c'est aussi un éditeur de l'American Journal of Cardiology qui disait que la statine, c'est comme une pénicilline. Vraiment, on se pose des questions. En fait, l'athérothrombose, c'est une maladie complexe. La question, est-ce qu'il faut traiter des individus ou des populations? Est-ce qu'il faut se baser sur ces risques relatifs? Probablement pas. Ce n'est pas la médecine de précision, la médecine individuelle. Il faut des meilleurs marqueurs de risque que le LDL. Et je rappelle qu'il n'y a pas d'efficacité dans les essais. Pourtant, je vois beaucoup de patients qui ont l'insuffisance cardiaque, qui sont hémodialysés, qui ont une sténose aortique, qui ont une statine, alors que ça ne marche pas. Les essais sont négatifs. Il y a peu de données chez les sujets âgés, au-delà de 80 ans, rien. Chez les fumeurs actifs, curieusement, aucune analyse a été faite dans les bases de données. Et je n'ai pas parlé des effets secondaires des statines. Et la problématique actuelle, c'est le sharing data. Ce qui est problématique, c'est que depuis 1994, par exemple, 4S, le sponsor n'a pas ouvert sa base de données aux statisticiens du BMJ pour réanalyser les données. Et ça, c'est problématique. Merci pour votre attention. Des petites vignettes. Juste pour terminer, je suis un fan de Marcia Angel et de Peter Goethe. Voilà. Et de Fiona Godley du BMJ. Je vous remercie. Merci Pierre-Vladimir de nous avoir permis de revisiter la place des statines et du risque cardiovasculaire vu du côté des lipides. Donc on a vu qu'il n'y avait pas que le cholestérol, et loin de là d'ailleurs, que le cholestérol dans les facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire. Donc je passe la parole à François Lacoin qui va nous faire revisiter l'ensemble des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Alors, attends. Alors, attends, où est-ce que je quitte, là? Escape, c'est où?